Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, après une semaine de pause. Voici le nouveau numéro de l'autre journal. Que se passe-t-il exactement au rond-point du port, dans la zone portuaire, surtout au niveau de Sim-Togo? Pour passer ce rond-point, il faut au moins 1 heure de temps avec les travaux qui s'y déroulent actuellement. Nous allons parler également de la gestion de Covid-19 au Togo. Nous en avons parlé sur ce plateau, mais il y a toujours des couacs dans cette gestion. Nous allons aller à Dapaon pour parler de l'eau potable, comment les populations ont des difficultés à avoir de l'eau potable. Cela se rejaillit sur tout le territoire togolais. Nous avons 2 invités avec nous ici. À ma droite, Joël Égard. Il est le directeur de publication du journal Fraternité. Joël, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour les fidèles. C'est un plaisir de respecter cet exercice. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et le second invité, c'est Ferdinand Haïté. Il est le patron du journal L'Alternative. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour Joël et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci. Joël, vous êtes passé au rond-point port ces derniers jours. Vous avez remarqué un embouteillage monstre que se déroule là-bas, surtout aux yeux de pointe. Effectivement. D'ailleurs, c'est la première des choses. Il faut relever l'importance de ce rond-point-là, qui se trouve sur la nationale numéro 1. C'est 2 ronds-points d'ailleurs. Le premier qui se trouve à Sim-Togo et le second au niveau à l'entrée du port. 2 ronds-points qui sont constamment sollicités, mais à n'importe quelle heure de la journée. Le trafic est monstre et c'est le visage du pays. Alors, cela veut dire que pour toucher à cela, il faut, si nous n'étions pas dans une gouvernance de condescendance, de désinvolture, le minimum serait de faire un communiqué 2-3 semaines à l'avance pour dire non, il y aura des travaux, voici l'objectif des travaux, voilà ce que vous avez à gagner dedans. Alors on prierait les usagers de faire preuve de tolérance et de savoir que non, par rapport au temps que le trafic leur prend, ils vont traîner un peu plus là. Et ça, c'est si on était on avait le minimum de respect pour le citoyen, pour le citoyen et l'usager. Et cela n'a pas été le cas. Et maintenant, d'abord, on n'a même pas décrit l'ouvrage. Alors, on a découvert, à notre grande surprise, on a carrément bloqué l'accès. Et une fois qu'on a enlevé les tôles là, c'est des pavés qu'on découvre. On se rend compte qu'on est en train d'élargir l'emprise d'abord de rond-point. Déjà que ça ne suffisait pas, parce que c'est un rond-point où il y a les titans, c'est sollicité par tout type de véhicules. On élargit l'emprise du rond-point et on nous offre des pavés. C'est-à-dire que c'est original. On nous offre pavé, goudron, pavé. Comme un artiste le disait, goudron viré, de viré. Maintenant là, c'est goudron et pavé qu'on nous offre. Mais qu'est-ce qui a justifié cela? Il n'y a personne aujourd'hui pour nous répondre, pour dire, ne serait-ce que le minimum d'égards pour le citoyen, pour dire, ok, non, c'est pour ça qu'on fait cela. Mais je ne vois pas ce qui peut justifier qu'on élargisse l'emprise de ces ronds-points-là et qu'on mette du pavé en lieu place du goudron. Là, ça dit que je crois la préoccupation, la question est restée en suspens. On espère que peut-être une fois qu'ils vont suivre cette émission, parce que souvent, quand les gens suivent l'autre journal, les sujets que nous évoquons, ils se remettent en selle pour venir donner des réponses indirectes. Mais ce qui serait bon est qu'ils ne fassent pas des erreurs pour que nous on en parle ici. Merci beaucoup, Joël. Ferdinand, vous avez fait un tour ces derniers temps? Oui, on a fait un tour, on a même fait une petite vidéo, là, une courte vidéo qui va certainement passer dans cette émission pour voir l'ampleur de ce laxisme-là. Maman, c'est moi. Je tombe de tout, mais je pourrais pas tomber plus bas. Faut toujours pas la prendre à bas. Si t'en as une, fais le plaisir, dis-lui que tu l'aimes avant qu'elle parte.
l'évêque d'Alexandrie. les gens sont 17h, gâteau, mais il a 19h, que moi, pour la ville, sans le peuple, qui a fait la soja, on va mettre au Koloa, au Jagba, au le Wenami, au le débat. Alors, maintenant, un mois, battez-vous. Et clopoué, on est pas un mois d'or, mais qu'on le 2 mois, on est pas bon à avoir 2 mois, kaba, mais donnez ça, et donne les bio, donnez ça, maintenant, bien te vous virer. D'habitude, on est tombé moi le normal règlement est tombé moi on gba nous ko casser moi les embouteillage là-bas embouteillage elle ou gan et moi cha le moi le son ami le que la son le moi tiro et mi cha mi le so mo mi le so hun et mi le don mi le kaka do don mi agbo kaba et mi le timgo de me on est jagba ka so moi tami et docteur nous on est bile do antina do moi anti ne maso ne le que ho amo le fond va le don ko to do le do ya kaka kuma le do me se le timgo de me mu le do jinami on on jagba le do anti do maso kaka ba fois ils sont il y a 2 heures le mois du 2 heures voire 3 heures il y a une heure de pour avoir il y a pas d'eau à qui il y a amia kula vole kwa no ah elle dépend de ce genre de dialogue et bien de ton avou non ta timi bientôt bien que c'était fait à chambre de ton avou elle dépend pas là et donc tu n'as dit garemo fait à cha ndona nyaji garema fait à dona nyaji garema abala dona nyaji problème hein acha buruba cha wajo keke sugbonto ekeke kaka mo la aba tune kaka ba ya ole ni abutaja ka ele uga paso ko wansia le ko nto so rubu ya ona mi ro ye me keke cha me keke nene one bi do anti ne wa tenso ye nyonyo ko o cho lezi ye le ke jo ate no ro jo ala konkume ye nchi o tele o tenso alo nti na mi ro awon jagba ne amoko lo do ne wa bi do anti ya amoko lo ngodo ne nko de ne do acha no ate pele mi no ate pele mi onti ko lo do ne ji bibi changba na do mo alo nke le manke na o ne wa ate jagba ne no ma te so kaka o e dépend e do le o ne ale ko la gbo ro pe ne chami la gbe po mi ti fofo po a oni we asi maintenant autorisation ko no be ono mo ka ni me be mi le no go sulo me mi le ore ke mi le jure le go sulo me client on le fatigué on n'a pas le choix c'est ça OK les moto le ciment via ya ono na moto wona do bo ne mo jan ne mi tami te pona do no da fio ha mi le kuna fio ha bina me po e do abo ne e mo ba te maso ne mi te me te ko do apena mi lo. En fait, notre pays, il n'y a que cette route qui dessert la côte. C'est une seule route, c'est la côtière, si je peux l'appeler ainsi, qui va jusqu'au Bénin, qui va jusqu'à Accra, qui va à Abidjan, qui va à Lagos. Et donc c'est une route très sollicitée. Et il n'y a pas d'autres moyens pour rallier par exemple Baguida, Bougan, tous ces quartiers de l'autre côté du port. Il n'y a pas une autre route que celle-là. Alors c'est quand même extraordinaire que de façon simultanée, on puisse commencer des travaux au niveau des 2 ronds-points, c'est-à-dire que le rond-point de Sintogo et le rond-point du port autonome lui-même. On a constaté qu'ils sont en train d'enlever le goudron pour mettre du pavé et élargir un peu le rond-point. Bon, on ne sait pas, bon, nous ne sommes pas des spécialistes des travaux publics pour savoir quel est l'avantage, quel est l'inconvénient, mais on constate qu'il y a des travaux et que les travaux qui se déroulent au niveau
du rond-point de Siemtogo, je pense que c'est confié à une entreprise française, Eiffage, qui faisait de l'assainissement déjà à l'intérieur du port. Donc c'est la suite des travaux qui a débouché sur le rond-point. Maintenant, le souci c'est quoi? Le souci c'est que les travaux sont tellement lents, alors que l'axe est très sollicité, c'est un axe stratégique, de telle sorte que le matin, tous ceux qui doivent rallier Lomé pour venir au boulot, ils doivent faire 2 heures de temps dans la queue. Et ceux qui doivent rallier raffinerie, comment les appeler, tous les services qui sont de l'autre côté du port, Baguida, tout ça, doivent également faire des heures dans le sens inverse. Et bien évidemment, ça crée des désagréments pour les fonctionnaires, les privés, des gens. Regardez, il y a une cité de la BOAD à Baguida, et ces gens doivent aller au boulot. Et là-bas, ça ne badine pas, les retards et tout ça. Et donc, les gens se retrouvent dans ce piège-là. Et comme Joël l'a dit, il n'y a pas de communication, ni de la société qui fait les travaux, ni du port, ni du ministère des Travaux publics. Personne ne sait ce qui se passe. Les jours fériés, ils ne sont pas là. Les jours ouverts aussi, ils font des travaux ralentis. Moi, je suis passé hier dimanche, hier c'est le 9, je suis passé là, carrément dimanche, il n'y avait personne qui travaillait. Normalement, pour ces genres de travaux, on devait les faire jour et nuit, de manière à dégager rapidement le rond-point pour que la circulation puisse reprendre normalement. Et donc, ça pose en même temps le problème de la route d'Anéron. On parle du rond-point, mais c'est tout l'axe qui est dégradé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule portion de route qui est acceptable, c'est à Plao, port autonome de Lomé, et Baguida, à partir d'Aveux-Pozo, il n'y a plus de route jusqu'à Anéron, à l'entrée d'Anéron. Et cette portion de route, 40 km, a été confiée à 2 entreprises. Une entreprise tunisienne qui s'appelle Soroubat, qui a une base à Pémé, et une entreprise chinoise. Comment est-ce qu'on peut confier par exemple 40 km de route à 2 entreprises différentes? Et les gens sont là, ils font ce qu'ils veulent. Cette route, ça fait 2 ou 3 ans, 2 ans, maintenant qu'ils sont sur la route, elle n'avance pratiquement pas. Il y a des blocs de béton qu'on a mis un peu partout sur la route pour essayer de réguler la voie de part et d'autre. Il y a des accidents qui s'y déroulent. Il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que l'argent s'est volatilisé? Donc voilà certains aspects de la gouvernance de notre pays qui nous amènent bien évidemment à nous poser des questions. Nous sommes dans une grande ville, c'est une capitale, et comme je venais de le dire tantôt, c'est la seule route qu'on a. Normalement, s'il y a des travaux de réflexion à faire, on devait les faire jour et nuit. Vous allez voir la vidéo, les témoignages des gens dans la vidéo. Et vous passez 2 heures dans l'embouteillage, mais si vous partez de la maison, vous arrivez au boulot peut-être à 9 heures. Vous êtes verbalisé par vos patrons. Eux, ils ne vont pas écouter vos explications en disant, bon, c'est parce que la route est en réflexion. Et donc, aujourd'hui, pour pouvoir passer sur cette route, il faut passer à 4 heures du matin. 4 heures, 5 heures et 6 heures plus tard. Et pour rentrer le soir, il faut rentrer après 20 heures. Vous voyez ce que ça crée comme désagrément pour les usagers, les fonctionnaires et tout ça. Donc vivement que les autorités réagissent pour que les travaux soient accélérés et que la route soit dégagée pour les usagers. Merci beaucoup Ferdinand. On espère que nous sommes entendus par qui de droit pour régler cette situation. Nous allons passer à un autre sujet, Covid-19. Joël, on dirait que la gestion même de cette pandémie tue plus que le virus. Non, merci pour cette belle introduction. La gestion de cette pandémie tue plus que le virus, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de... Il n'y a personne qui peut vous dire effectivement que les chiffres qu'on nous déclare même sont sincères. Parce que, figurez-vous que jusqu'à ce que nous ne connaissions la grève que le personnel soignant a fait il y a de cela une dizaine de jours, une dizaine de jours, ben, la courbe était ascendante en nombre de décès, en nombre de contaminés. Mais depuis que le personnel soignant s'est mis en grève, on a remarqué que la courbe est descendante. Et une fois que depuis qu'on a fait vacciner
enfin pas des méthodes que nous avons eu à dénoncer ici. Des gens, on déclare que la courbe est descendante. Alors, c'est au sortir de la grève du personnel soignant qu'on s'est rendu compte que il y avait une supercherie. Les gens faisaient du business sur le dos du personnel soignant. Déjà que, mais je ne sais pas pourquoi également le personnel soignant ne dit pas clairement toutes les souffrances qu'on leur fait subir, mais c'est par des sources à gauche à droite que on te saisit. Figurez-vous par exemple que rien que les épis, l'équipement personnel individuel, l'équipement de protection individuelle que le personnel devrait avoir, ça s'est révélé en nombre insuffisant. Déjà en février, on alertait sur ça. À un point qu'il y a un des ministres qui fait partie de la gestion de la Covid qui dit vous n'allez pas vous sacrifier comme ça pour les gens, mais si vous êtes dépassé, laissez tomber. Parce que d'abord la rémunération posait problème. Parce qu'on ne paye pas aux gens ce qu'on doit leur payer concrètement. On leur paye en deçà. Mais si vous voulez, on a vu déjà il y a de cela un an, en 2020, quand les gens grévaient, on leur a dit allez rester à la maison, on prend des hommes en treillis pour venir. Or, ils sont pas. On ne peut plus faire on peut plus appliquer cette solution qui a été appliquée en dans les années 92 ou 93 où on est parti prendre des gens aux champs pour venir enseigner. Parce que c'est la logique, c'est que reste là-bas. Le temps que tu fais des erreurs, tu vas finir par maîtriser le français. Mais la médecine, c'est trop sérieux. C'est trop sérieux. Alors, vous payez les gens en deçà de ce qu'ils doivent payer, de ce que vous devez leur payer. Mais ça veut dire que le rendement ne peut pas être au rendez-vous. Des raisons pour lesquelles on mélange des Covidés avec des patients non Covidés. Les blocs, on fait passer des Covidés sur des blocs où après des gens non contaminés passent, et c'est un méli-mélo. Mais sans compter maintenant toute la surenchère qu'on fait, on déclare des gens dont les parents ne reconnaissent pas, on leur a jamais fait de test de Covid, et une fois qu'ils meurent, on les déclare Covidés. Ça c'est un autre problème. Alors maintenant, pour parler de budget, concrètement, combien a été affecté? On sait que c'est 11,5 milliards qui a été affecté pour la campagne de vaccination. Mais même là, vous avez vu la bêtise qu'on a connue quand la directrice de l'INH déclare que non, la campagne sera suspendue. Mais on voit le médecin colonel qui est dans tout et rien, qui intervient pour dire non, la campagne ne sera jamais, n'est pas du tout suspendue. La campagne continue bien et bien. On comprend qu'il y a des centres d'intérêt différents. C'est-à-dire il y a ceux qui détiennent le magot et ceux qui sont à l'exécution, qui font leur travail de façon patriotique, et ceux pour qui la Covid déjà la CEDEAO l'avait dit au niveau de la BDC. C'est au niveau de la BCAO, c'est pendant la Covid qu'on a vu des fonds circuler le plus gravement, et de la surfacturation, de l'argent a disparu dans les circuits, etc. Mais on se rend compte qu'au Togo également, c'est le même sport auquel on se livre, mais on n'a rien à foutre en fait de la gestion même de la maladie. On était là quand c'était en 2020 où même le cache-nez pour le personnel, on leur remettait ça à compte-gouttes, comme c'est un cadeau qu'on leur faisait. C'est eux qui sont au front. Le ministre magasinier. Ouais. Le ministre magasinier, merci beaucoup. Le ministre Charlie de la fin présidentielle. Un magasinier. Mais qui leur remettait rien que le cache-nez à compte-gouttes. Le même cache-nez qu'on avait vendu à 500, aujourd'hui c'est à 25 francs sur le marché. Ouais. Mais est-ce que vraiment il y avait une politique, il y a une volonté de lutter contre la Covid, où on faisait plus une gestion politique? Aujourd'hui, le pot rose est découvert, c'est une gestion politique, et c'est du business qu'on faisait au nom de cette Covid-là. Merci beaucoup. C'est la même question. La gestion autour de Covid est décriée. Mais quand bien ceux qui sont en charge de cette gestion-là tentent de cacher le soleil par la mer, ça sort, tout le monde voit.
Oui, je pense que depuis le début, on a toujours essayé de mettre les projecteurs sur cette gestion-là. On en a discuté longuement dans les émissions précédentes. Le manque d'équipement, le manque de vision, parce que bientôt ça fait 1 an qu'il y a la Covid, ça fait déjà plus d'1 an. On ne comprend pas pourquoi, par exemple, on n'a pas créé un centre au nord pour, par exemple, un centre de prise en charge au nord du Togo pour les Covidés. On doit ramener tous ces gens à Lomé. Aujourd'hui, le CHR est débordé, les gens sont malades, mais ils restent à leur domicile. Donc ça augmente le taux de contamination, parce que quand vous êtes malade et que vous êtes à la maison, il y a des fréquentations et donc le taux de contamination est élevé. Il y a des gens qui meurent à leur domicile. Est-ce qu'on les met dans le décompte final? Personne ne sait rien. Et puis, la structure même qui a la charge de la gestion de la pandémie, on commence par voir aussi bien au niveau des ministres en charge que des gens qu'on a mis dans le comité national de coordination. Il y a pas mal de malversations qui sont signalées. Joël venait par exemple de dire 2 ou 3 choses. Il y a 2 semaines, le personnel de santé a fait un mouvement d'humeur très bref. On a vite fait d'étouffer ça. Et après, la présidence de la République a été obligée de récupérer le dossier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était promis à tous les agents qui sont dans la vaccination et dans le prélèvement une prime de 3 000 francs par jour. Et donc 90 000 francs par mois. Alors, il se révèle que les 2 tiers de cette prime-là a été détourné. Par qui? Il faut aller chercher au niveau du comité de coordination. C'est-à-dire qu'au lieu de leur payer les 90 000, à la fin du mois, on leur a tendu 30 000. Voilà la raison pour laquelle il y a eu cette grève-là qui a été vite étouffée, ce sitting-là. Et pendant cette période-là, ces agents ont refusé de travailler, en fait. Et même les agents qui faisaient le prélèvement et qui envoyaient les prélèvements, comment vous appelez ça, dans les centres d'analyse, ils ont refusé de faire les prélèvements. Et ça s'est senti au niveau de la courbe. Quand vous voyez les éléments, les chiffres qu'on donnait tous les jours, vous allez voir qu'il y a une certaine stagnation des chiffres. Et ça fait croire aux gens comme si c'est la vaccination qui a eu un effet sur la courbe, alors qu'on n'a pas vacciné grand monde, vous voyez. Et donc, ce sont les raisons pour lesquelles, voilà des choses qui se sont passées sans que les gens ne le sachent. Et donc, c'est la présidence qui a été obligée de compléter, de trouver l'argent pour donner à ces grévistes-là pour que la situation se calme. Maintenant, il y a eu aussi de l'argent destiné aux journalistes. Vous savez que depuis le début de la Covid, il y a les médias qui font un travail d'accompagnement et chaque semaine, il y a des experts qui passent sur les médias et donc il y a un forfait qu'on accorde par exemple aux radios et aux télévisions. Ça dépend de la taille, de l'importance de la radio et de la télévision. Je pense que 6 mois, c'est pas grand-chose, 1 500 000, 2 millions pour certains. Et donc, à un moment donné, ces fonds aussi ont disparu. Les fonds ont été débloqués pour payer les médias, mais des gens se sont arrangés pour détourner cet argent au niveau du comité de coordination, le fameux comité. Et donc là, évidemment, c'est la primature qui a repris ce dossier-là et qui a créé aujourd'hui une cellule qui est en train de payer maintenant les médias audiovisuels. Donc, il y a tellement de malversations au niveau de cette coordination et ça c'est la mentalité typique des Togolais, des fonctionnaires togolais. Des gens se servent plus qu'ils ne servent l'État. C'est-à-dire que bon, une fois que nous aussi on a une opportunité, si on peut détourner de l'argent, on crée des petits systèmes, des petits réseaux et puis on met de l'argent de côté pour nos poches et la Covid est devenue une aubaine pour ces coupeurs de route de la République, si je peux parler ainsi. Et donc, et tout ça aujourd'hui est favorisé par l'impunité. Les gens qui ont détourné par exemple les primes de ces pauvres médecins et infirmiers, ceux qui sont dans le circuit, si on avait déjà sanctionné des gens, je pense que les autres vont se calmer. Et maintenant, il faut voir aussi, au-delà de la coordination, la gestion même qui est faite de la maladie. Il y a quelques jours, aujourd'hui nous sommes le 10, c'est ça, la semaine passée, il y a eu 2 personnels de santé qui sont décédés et qu'on a enterrés sans que personne ne le sache. Il y a un instrumentiste et puis un anesthésiste au CHU campus CHU Sylvanus Olympio. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Et actuellement, il y a une colère il y a une colère dans le personnel qui va... Certainement, il va y avoir des mouvements dans les jours qui viennent. Il y a une grande colère qui est là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une femme qui devait subir une césarienne, et donc qui est covidée, et qui était au CHR Lomé Commune, et qui a été amenée au CHU Tokoin pour être opérée, pour être césarisée, quoi, si je peux parler ainsi. Et on savait qu'elle était covidée, et donc ils ont pris toutes les mesures pour l'opérer. Mais à la fin, le personnel qui est intervenu, les deux là ont été contaminés, ils sont décédés. Je ne sais pas si vous voyez. Et ça n'a pas été annoncé, rien n'a été dit. Je parlais tantôt du mélange des malades avec les... Il faut approcher le circuit, il faut approcher les professionnels de la santé pour avoir cette nouvelle-là. Et aujourd'hui, ils sont très furieux. Alors, pourquoi par exemple, depuis 1 an, on n'a pas créé un bloc opératoire au CHR de Lomé, de manière à ce qu'on puisse traiter directement les Covidés là-bas, on puisse les opérer sur place. Je ne sais pas si vous comprenez. Il en est de même du scanner. Vous savez que le CHR Lomé Commune n'a pas de scanner. Quand la Covid a commencé, il y a un ministre qui est allé sur une radio de la place qui a dit on a commandé les scanners, on a commandé les respirateurs, on a commandé pas mal de choses et que bientôt tout ce matériel va arriver. Depuis 1 an, on n'a pas vu de scanner. Et donc, le fait qu'on n'a pas de scanner au CHR de Lomé, quand on doit faire le scanner à un Covidé, il faut l'amener dans une clinique privée où il y a les scanners. Et plusieurs cliniques ont refusé les cliniques qui disposent des scanners ont refusé de prendre de faire ce service-là parce qu'ils ont peur de la contamination. Il n'y a qu'une seule clinique vers la Gidogomé qui a accepté ça. Et donc, tous les Covidés, si on doit faire un scanner, il faut aller dans cette clinique-là vers Agitogomé. Et cette clinique prend évidemment des risques, je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, on ne peut pas comprendre que depuis 1 an, l'État n'a pas pu acheter un scanner à 1 million d'euros, à 1 million d'euros, pour mettre au CHR. 1 million d'euros, c'est quoi? Ça fait 600 millions pour mettre un scanner de c'est pas 16 barrettes, parce qu'il y a une clinique même à Air Burkina de radio, je sais pas comment vous appelez ça, de radiothérapie, radiographie. Oui, je pense. La radio le cœur, ouais. Oui. Qui a acheté début d'année une clinique. Thorax. Oui, qui a acheté, je sais pas, un scanner. Donc comment est-ce qu'on peut dire que depuis 1 an, l'État n'a pas débloqué 600 millions pour acheter un scanner et l'installer au CHR de Lomé de manière à traiter sur place immédiatement les Covidés. Donc il y a les respirateurs, il y a les scanners. Donc si quelqu'un a un souci en même temps, on envoie un scanner là-bas. Et donc on évite de déplacer la personne vers un autre centre. Et on évite aussi la contamination par la même occasion. Donc voilà, il y a eu 2 décès comme ça et personne ne le sait. Et donc je pense que la gestion devient de plus en plus une gestion artisanale. L'objectif de certaines personnes, c'est de se mettre les sous dans la poche. Et cette mentalité des fonctionnaires togolais est vraiment dommage, est vraiment triste pour ce pays parce que les gens, à un moment donné, avec la corruption, avec la politisation de l'administration, ils ne servent plus l'État. Ils se servent eux-mêmes. Parce qu'ils savent que quelque part, c'est pour des raisons politiques qui sont à ce poste, c'est pour des raisons purement, d'autres raisons qui sont là et qu'on ne leur fera absolument rien. Et c'est les populations qui subissent les retombées de ces erreurs-là. Je pense qu'il va falloir réajuster les choses au niveau de la gestion de la Covid. Et avant de terminer, je n'oublie pas de mentionner qu'il y a aussi les faux tests Covid aujourd'hui qui sont devenus, qui ont maintenant pignon sur rue, surtout au niveau de l'aéroport de Lomé, où vous avez des gens qui se plaignent qu'ils vont faire les tests et parfois le test est positif. Une deuxième fois positif et puis après des agents leur demandent de l'argent pour modifier le test, ça devient négatif pour que la personne puisse prendre le vol et les gens sont obligés de débloquer de l'argent pour payer des fonctionnaires véreux pour avoir des résultats négatifs afin de pouvoir voyager. Et ça, tout le monde le sait, on le dénonce depuis, les gens le savent, il n'y a aucune enquête pour arrêter les gens qui font ça et c'est tout le pays qui est discrédité par des comportements de voyous comme ça. Ouais. Merci, vous faites quelque chose à là-dessus. Je crois que cette gestion, je dirais, laxiste et désinvolte de la Covid mérite qu'on fasse un arrêt pour parler même de la... Il faut se demander en fait, est-ce qu'il y a un capitaine à bord du bateau Togo? Est-ce qu'il y a un capitaine à bord? Parce que
Ferdinand parlait tantôt de la politisation de l'administration et la culture du clientélisme et de la parvenance. Ces trois éléments, et la parvenance, le diplôme de la parvenance, c'est la délation. C'est-à-dire quand tu sais bien poser les pots de banane, quand tu sais bien raconter des ragots sur ton prochain, on fait ta promotion. Alors, depuis qu'on a nivelé les valeurs, enfin, on a annihilé carrément les valeurs, et on a mis ces genres de choses, ces genres de pratiques véreuses, comme condition, comme note de mérite. Et depuis que l'impunité était consacrée au sommet, mais il ne soit pas étonné que le personnel soignant, par exemple, celui qui est au premier front. Oui. Parce qu'après le personnel soignant, il faut parler également des médias. Oui. Parce que la gestion de la Covid, c'est aussi la sensibilisation, c'est la communication. Oui. Les vraies informations, rappeler chaque fois aux gens qu'on est dans une guerre sanitaire, et il faut savoir se comporter. Mais voilà le personnel soignant, comment on les a gérés, et je ne comprends pas que c'est la présidence qui intervienne pour compenser ce trou. Après, pour désactiver la bombe. Mais après, ils n'ont plus rien dit. Après, ils n'ont plus rien dit. Ceux qui ont détourné les choses. La même présidence avait été interpellée très tôt, déjà en 2020, sur le cas CHR Lomé commune. Rien n'a été fait. Mais quand on parle de scanner, on parle de la présidence. Vous voyez, le chef de l'État, quand il était à New York, il avait rencontré un peu le gratin des bailleurs, du moins ces bailleurs sur les volets sociaux, santé, et agriculture, etc. Je me rappelle très bien, il déclarait que non, que nos États sont tellement fragiles que quand tu vois le budget de la santé représente à peine 5 à 6% du budget total. Mais une bonne partie, 90% de ces budgets sont mobilisés par les partenaires. Et ça veut dire que nos États, même ça dit qu'en temps, la richesse que nous avons, on n'arrive pas à entretenir la santé des citoyens pour qu'ils soient plus productifs. Donc si les partenaires refusent, vous n'allez rien avoir. Alors ils s'étaient engagés à augmenter le curseur jusqu'à au moins 11% du budget national. Aujourd'hui, est-ce que la santé représente 11% du budget national? Aucunement. Parce que si on en était là, on pourrait au moins ne serait-ce que doter. À défaut de le faire avant la Covid, on pourrait doter rapidement nos hôpitaux de scanner. Et pourquoi on ne l'a pas fait? Parce qu'on n'a rien à foutre. Il n'y a personne qui demande de compte à quelqu'un. Sinon, on ne serait pas là quand on organise, par exemple, aujourd'hui où vous avez réduit les Togolais à la tristesse, c'est-à-dire à un repli sur soi. Il n'y a plus rien qu'on peut se partager, sourire. On veut lancer le championnat national. Alors, tout était prêt, on a tout soumis. La fédération obtient son OK, mais il y a le patron du CNGR qui ne dit pas directement non, mais on passe par des tuyaux pour aller empêcher la reprise du championnat. Pendant que les pauvres présidents des clubs ont déjà mobilisé leur fonds. Et il a fallu que les médias rentrent dans le jeu, qu'on dénonce pour qu'ils se replient et qu'on laisse commencer le championnat. Quand nous parlons de ce qu'on doit payer aux médias, pourquoi est-ce que la primature doit forcément? Il a fallu que la primature intervienne. À qui on a remis les fonds? Quand vous demandez aujourd'hui, par exemple, pour la presse écrite, combien on doit payer à la presse écrite, on ne peut pas te dire concrètement combien on paye à la presse écrite. Nous autres, il y avait déjà un bar, il y a une base, il y avait des droits acquis, donc ce n'est pas négocié. Mais jusqu'aujourd'hui, quand est-ce qu'on va vous payer? On ne sait pas. Même Dame d'Aubert, qu'on dit assez rigoureuse, moi je félicite au passage, je voudrais vraiment souhaiter que cette rigueur-là fasse des retombées pour que nous on rentre en possession de nos sous, mais ni le ministre Aïwadan, ni au niveau du CNGR, un truc comme ça. Voilà, ni au niveau de l'organisation, on n'est pas capable de te dire combien on va payer à la presse et quand est-ce qu'on va payer. Mais ça, on va le réclamer parce que mais il ne peut pas avoir des rapaces à tous les niveaux de l'État, ou même les pécules qui vont tomber pour les faibles. Vous êtes là, vous passez l'aspirateur. Il passe l'aspirateur pour le ramasser. Le personnel entre 90 000 et 30 000.
Ouais. 90 000, c'est combien pour le risque auquel ils s'exposent? Quand ils viennent, quand un infirmier sort de sa maison, il faut que toute sa famille tienne la tête. Ouais. Qu'ils ne reviennent pas à la maison contaminés. Vous voyez le risque auquel ils sont exposés. Et le patron, le chef de l'État qui dit politique, il est sur un mandat social, on n'en a rien à foutre. On ne demande pas de compte. Est-ce que le personnel est bien soigné? Est-ce que le personnel est bien traité? On ne demande de compte à personne. Nous parlons tantôt de la route d'Anéron. Mais qui rend compte à qui dans cette histoire-là? C'est une route hautement économique. Ouais. Et c'est ça le visage du pays. Quand les gens rentrent dans le pays, on sent si le pays est sérieusement géré ou pas. Mais vous, quand vous partagez 20 km, c'est ça? Oui, c'est ça, fait 40 km. Est-ce qu'on avait besoin de partager ça? Oui, 20 km. À deux entreprises qui se foutent pas mal de la gueule des populations. Mais en fait, tu ne sais même pas aujourd'hui. Mais puis le constat, on n'a pas le plan de la route. Non. Il n'y a rien qui est affiché quelque part pour qu'on sache finalement c'est ce que ça va donner. Même chose pour la route. Donc, et au moment où on n'a pas affiché, il n'y a pas de la carte pour qu'on voie, ok. Mais voilà, au final, c'est ce que vous allez livrer comme ouvrage. C'est de la désinvolture à tous les niveaux, au point que je me demande, est-ce qu'il y a vraiment un capitaine au bord de ce bateau? Parce que, quand le capitaine, tu vas dire, on dit souvent chez nous, tu dis, j'en ai rien à foutre, mais on finira pas t'arracher ton fauteuil. On finira pas t'arracher ton fauteuil parce que voilà 500 milliards qui circulent quelque part, les gens ont détourné. Nous, on a dénoncé, on n'a pas le courage de mettre le grappin sur ces gens, de leur demander de rembourser. Bon, on passe pas des tours pour mettre en place une autre société. Bon, je crois que ça, peut-être on va y revenir. On met en place une autre société. Bon, maintenant, les voleurs, enfin, les présumés voleurs, qu'est-ce qu'on leur fait? Est-ce qu'ils vont aller se sucrer comme ça avec les 700 milliards? On ne dit rien jusque-là. Merci beaucoup. Et je pense que pour terminer cette première partie, toujours parlant de la gestion de la Covid, il faut parler du soutien aux entreprises. Aujourd'hui, dans la dernière période, il y a des décisions drastiques qui ont été prises, qui ont arrêté les activités de plusieurs personnes. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les services, les bars, les restaurants, vous faites un tour à la plage, tous les restaurants, tout ça sont aujourd'hui à l'agonie. Mais on n'entend pas les mesures d'accompagnement de la part de l'État. Et on sait très bien que la Covid a sinistré des secteurs stratégiques comme l'hôtellerie, comme la restauration, comme... je ne sais pas, il y a le transport, il y a tellement de secteurs qui sont aujourd'hui sinistrés. Et lorsqu'on sait que nous, en Afrique, et particulièrement au Togo, nous sommes dans une économie informelle à plus de 75%, et que les gens vivent de ce qu'ils font tous les jours, et que quand on voit autant de restaurants, de bars qui n'ont plus d'activité aujourd'hui, tous ces jeunes-là et tous ces gens qui travaillent dans ces structures-là sont bien obligés aujourd'hui d'être à la maison. Et quand on entend un Kidam venir à la radio dire que oui, que le chômage a baissé au Togo de combien de pourcents, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il racontait, ce monsieur-là. Et donc, voilà, on n'entend rien de la part, on n'entend rien de la part du gouvernement concernant le soutien aux entreprises, parce que c'est avec ça que vous allez relancer l'économie, et c'est avec ça que vous allez relancer la machine. Donc tous ces gens-là sont aujourd'hui à la maison, c'est une bombe sociale qui est là, qui peut exploser à tout moment, et c'est dans cet environnement que les gens se permettent de férier des jours, de dire bon, on a fait un peu de fête, on est fatigué pour recharger les batteries. On a fêté un an de victoire. Pour recharger les batteries, on décrète un jour férié dans un mois où on a au moins 4 ou 5 jours fériés. Par exemple, après-demain, on a par exemple le Ramadan, on a l'Ascension, et donc on a 2 jours qui sortent de la semaine. Et si ça tombe sur vendredi, les gens vont faire le pont. Parce que jeudi est férié, et vendredi, les gens ne vont pas au boulot. Vous savez qu'on travaille. Vous savez qu'on ne travaille pas suffisamment. Vous savez qu'on ne travaille pas suffisamment en Afrique. Nos administrations sont des lieux de paresse. Parce que les gens, ils quittent leur maison à 8h, ils arrivent au boulot à 9h, déjà à 15h ou 16h, ils sont déjà partis. Entre-temps, à midi, ils sont sortis pour aller manger, ils reviennent à 15h. Bavarder, et vous savez très bien que dans l'administration aussi, pendant qu'on travaille, les vendeurs à la sauvette passent dans les bureaux, on passe plus de temps à discuter avec eux, on veut acheter une chaussure, on veut acheter une veste, on veut acheter un slip, et donc on travaille pas. On achète même les amuse-gueules. Oui, on
on travaille pas dans nos administrations. C'est pour cela que nos pays francophones, ou bien les pays comme le Togo, il faut désormais des administrations avec 2 méthodes de fonctionnement. Il faut introduire dans l'administration publique les règles du privé pour évaluer les gens. Il ne faut pas que les gens pensent que, bon, quand je rentre dans l'administration, parce que c'est un CDI que j'ai eu, un CDI, et donc j'ai un numéro matricule, je suis payé jusqu'à la retraite, donc je viens au boulot, je mets les 2 pieds sur le bureau, je ne fais rien, et bon, à la fin du mois, l'État me paye. Mais il faut à un moment donné introduire des règles du privé dans l'administration, de manière à introduire par exemple les CDD. Et qu'à la fin de CDD, on évalue les gens. Si tu n'es pas performant, on te laisse. Et on recrute quelqu'un d'autre. Et parce que nos administrations sont truffées des gens qui ne font rien toute l'année, mais qui sont payés sur le dos de l'État. Parce qu'il a un acquis, il a un boulot. Et vous savez très bien, suivant la télévision, c'est la Covid qui a arrêté ça, qu'on passe toute l'année à faire des séminaires de recyclage. On a recruté des gens qui doivent travailler, mais il y a une partie... Ils sont censés être recrutés sur des compétences. Sur des compétences, ils doivent travailler, mais on passe toute l'année à les recycler. Séminaire de formation, séminaire de recyclage, séminaire de mise à niveau, séminaire de de renforcement des capacités, et tout le temps dans les hôtels comme ça. Et c'est une autre mafia sur laquelle on reviendra. Parce qu'on sort de l'argent, les gens des hôtels qu'ils ont retenus, c'est leurs amis, ça pèse tout ça là, il y a des primes. Et donc, on passe toute l'année à renforcer les capacités des fonctionnaires de l'administration. Au bout du compte, personne ne travaille. Donc, il va falloir réfléchir, trouver une solution à cette administration budgétivore, mais qui ne produit pas grand-chose en termes de richesse. Parce que c'est le privé qui produit la richesse. Presque rien. Oui, c'est le privé qui produit la richesse. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes aujourd'hui dans un monde dématérialisé. On ne peut pas, dans nos administrations, mettre des cartes électroniques où quand tu viens au boulot, tu badges. On sait à quelle heure tu es venu au boulot. Ça signale ça sur le serveur. Quand tu sors, tu badges. Effectivement. Je ne sais pas si tu comprends. Si tu es en permission, tu badges. Mais on ne peut pas laisser l'administration publique comme ça. Les gens viennent quand ils veulent, ils partent quand ils veulent, ils ne travaillent pas et ils n'ont d'explication à donner à personne. Et ces gens-là, le budget de l'État les prend en charge chaque année. Et donc, je pense qu'il y a un travail énorme à faire dans ce pays. Et donc, parlant de la Covid, pour revenir à la Covid, il faut que l'État, à un moment donné, dégage énormément d'argent. D'abord, il faut faire un état des lieux sur les conséquences de la Covid sur les entreprises. Il faut vraiment le faire. Il y a le ministère du Commerce, il y a le ministère de l'Économie, il y a la chambre, comment on appelle ça, la chambre du commerce du Togo, il y a le patronat. Il faut sortir des chiffres. Et il faut demander à ce que l'État mette de l'argent pour relancer la machine. Et qu'on soutienne toutes ces entreprises-là qui sont aujourd'hui totalement sinistrées par la Covid. C'est comme ça qu'on va relancer l'économie. C'est comme ça qu'on va relancer aussi. On va désamorcer la bombe sociale qui est là et qui peut exploser à tout moment. Maintenant, quand on ne fait pas suffisamment ce travail-là et qu'on passe le temps à faire la fête, on oublie que demain, ça peut nous péter à la figure. Et donc, voilà pour la gestion qui est faite de la Covid. Quand on gère une structure pendant 1 an, il faut faire aussi un peu l'état des lieux. Pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et réajuster les choses. Aujourd'hui, on a l'impression comme autant au ministère des Finances, on a des réseaux pour les marchés, les commandes à faire, autant ceux qui sont au comité de coordination, ils ont aussi leur réseau. Ils sont devenus plus puissants que le ministère de la Santé. Ils sont devenus plus puissants que le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé aussi a ses réseaux. Et chacun tire les marrons du feu. Et finalement, c'est les populations, c'est ceux qui sont en pôle position, comme Joël vient de le dire, contre la maladie, qui prennent des coups. C'est les populations qui prennent des coups. Il va falloir taper du poing sur la table. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Ferdinand. Quelle eau buvons-nous au Togo? Nous allons parler de la problématique de l'eau potable au Togo. Nous allons observer une petite pause et nous reviendrons après.